qui est démocratique, qui va vers l'avant, mais qui a un frein, qui est le frein aujourd'hui de la RDC, c'est la guerre à l'Est. Et il a eu, j'espère, avec toute sincérité, le courage d'affirmer que le pays est agressé, même s'il n'a pas cité non plus les pays qui agressent la République démocratique du Congo. Mais nous estimons que les relations entre États sont dynamiques. J'espère qu'elles vont s'améliorer parce qu'il en va de l'intérêt de la France, parce que nous parlons sa langue, mais il en va aussi de l'intérêt de la RDC, parce que la France n'est pas tout de même un petit pays. Entre le Rwanda et la RDC, je ne crois pas que quelque chose ait changé particulièrement. Vous avez entendu le discours de Mme Mushikiwabo, qui a été évasive par rapport à la situation. Mettre des réserves, ça montre clairement qu'ils ont des choses à craindre, mais en même temps, ils veulent soutenir les M23, ils veulent continuer à les soutenir, mais en même temps, ils vous disent, je ne sais pas si c'était à votre micro, qu'il faut penser au long terme. Long terme, que veut dire le long terme si on ne peut pas résoudre le court terme? Comment arriverons-nous à faire 10 pas si on ne peut pas faire un? Donc, je crois que la position du Rwanda n'a pas changé. Il faut plus de pression économique. Il faut plus d'États qui restreignent l'assistance au Rwanda. Il faut plus d'embargo sur les armes au Rwanda. Il faut plus de justice, amener des gens vers les cours et tribunaux internationaux pour que les quelques hommes du Rwanda, parce que ce n'est pas tous les Rwandais qui nous agressent, il faut être clair là-dessus, nous vivons en paix. Les populations de l'Est vivent en paix avec les populations du Rwanda, mais c'est quelques hommes du Rwanda qui agressent le Congo, et ces hommes-là doivent être attirés devant la justice pour qu'on ne victimise pas tout le temps tous les citoyens rwandais qui sont, bon Dieu, et parfois innocents de ce qui se passe et ce que commettent leurs dirigeants. À vous entendre dire, donc c'est un échec de ce côté-là, sommet de la francophonie, la résolution de la crise dans l'Est. Je crois que les pays francophones, comme je viens de le dire, n'ont pas eu suffisamment de courage par rapport à ce qui concerne la RDC. Et c'est là que j'ai dit encore une fois qu'Abdou Diouf avait raison. Il y a des politiques de demi-mesure dans la francophonie. On est prêt à prendre les armes pour soutenir le Mali. On est prêt à envoyer des militaires en Côte d'Ivoire pour rétablir Ouattara, qui a été élu en Côte d'Ivoire. On est prêt à amener des commandos pour chasser Kadhafi en Libye, au profit de la révolution du printemps. Mais on n'est pas prêt à envoyer des militaires pour pouvoir sécuriser, permettre à mes frères et sœurs de l'Est de continuer à vivre. Et donc là, j'estime que c'est un manque de courage de la francophonie et particulièrement un manque de courage de la France qui se targue d'être notre ami, mais qui ne le montre pas par la franchise. Ou la francophonie n'a pas ce poids politique de contraindre le Rwanda? Non, je crois que la faiblesse de la francophonie, c'est que elle reste jusqu'à aujourd'hui une organisation de beaucoup de pays faibles et de très peu de pays forts. Ah, voilà. Et donc, aujourd'hui, même si les pays voisins ou les pays membres de la francophonie le voulaient, ils n'ont pas suffisamment de moyens financiers pour soutenir une telle action. Ils ne sont pas nécessairement mieux formés que nous pour pouvoir aller combattre. Et donc, c'est là la faiblesse. Et moi, je me dis, si nous étions dans une autre organisation plus forte que celle dans laquelle nous sommes, probablement on aurait pu bénéficier de plus d'appui. Mais la France, étant ce qu'elle est dirigée par un président normal, face à une situation extraordinaire, tant en France qu'au Congo, vous ne devez que comprendre que nous ne pourrons pas arriver à résoudre le problème extraordinaire avec un président normal. Ah voilà, ça c'est bien. Alors, un peu de la culture avant de nous quitter. Bien sûr, la RDC, un pays francophone, mais apprendre le français ici en RDC coûte très cher. Le président français a évoqué la coopération, l'échange culturel entre les États membres de la francophonie. Est-ce que ça va changer? Parce qu'un dictionnaire au Congo, un petit dictionnaire, c'est dans les 50 à 60 $. Un livre de français, c'est au-delà des 60 $. Alors que l'anglais, on apprend avec 1000 francs. Les livres circulent partout. Oui, la praticabilité de cet échange. Oui, la francophonie doit se rendre compte de cela. Et là encore, j'aime bien le discours d'Abdou Diouf qui a dit « Essayons de nous concentrer sur ce que nous sommes capables de faire » plutôt que d'embrasser trop de choses que nous sommes incapables de faire. Et dès lors que la francophonie a comme principal objectif défendre la langue française, il faut y mettre des moyens. Bien évidemment, nous, la République démocratique du Congo, nous y mettons du moyen. Le président de la République a commandé des dictionnaires à distribuer dans des écoles pour pouvoir permettre aux enfants de la RDC d'apprendre le français, qui n'est pas notre langue.
Et vous savez très bien que le président de la République lui-même a grandi avec une autre langue. Exactement. Il a grandi avec l'anglais, mais il ne s'est pas imposé dans notre pays pour qu'on change du jour au lendemain. Mais je crois que nous, élus, nous allons pousser les gouvernements à aller dans ce sens-là, non pas de changer, mais d'avoir une autre langue pour des raisons de profit. Ce n'est pas pour des raisons réactionnaires ou épidermiques, parce que François Hollande aurait dit ceci ou aurait dit cela. Nous l'avons déjà dit, c'est une question de conviction. La RDC gagnerait davantage en s'ouvrant vers d'autres langues, et notamment l'anglais. Comme le Gabon l'a formulé aussi? Le Gabon l'a formulé, nous ne l'avons pas emboîté les pas, le président gabonais l'a dit après nous. Je suis déjà passé devant votre caméra pour le dire. Je l'ai dit à l'Assemblée nationale quand nous avons reçu les ministres des Affaires étrangères de la francophonie, au moment où François Hollande tergiversait encore pour venir. J'ai dit très clairement que nous devons dorénavant nous ouvrir vers la francophonie parce que nous avons beaucoup plus à y gagner. Sans pour autant quitter la francophonie parce que, comme je viens de le dire, ça n'arrivera pas du jour au lendemain de parler anglais couramment pour tout le monde, que l'administration fonctionne en anglais, ça prendra du temps et nous n'avons rien à perdre en gardant le français comme une langue principale dans notre pays parce que nous avons été colonisés, nous avons vécu 50 ans d'indépendance avec cette langue, nous devons continuer, c'est une belle langue du reste d'expression, de littérature, mais en même temps, dans la vie pratique, nous avons besoin d'une seconde langue et nous allons nous y engager fermement. Votre réaction par rapport au discours du président tunisien, le chef du gouvernement, quand il vante les mérites de Lumumba, l'homme qui a impulsé la démocratie en Afrique, mais en RDC, c'est comme si on ne suit pas les pas du héros africain. Oui, c'est souvent par ignorance, parce que Lumumba, c'est vrai, c'est une personne qui n'a pas dirigé ces pays pendant longtemps, mais sa force, ses écrits, peu futiles, sont des écrits prophétiques. Et je me réfère encore aux premières paroles d'Abdou Diouf dans son discours. Il dit « L'Afrique écrira sa propre histoire et elle sera au nord et au sud du Sahara une histoire de gloire et de dignité. » Ce sont les paroles de Lumumba. Et donc, nous croyons, nous commençons à vivre cette dignité. Aujourd'hui, je crois que personne ne peut dire parmi les invités que nous avons reçus qu'on a été mal reçus, qu'on a été moins bien logés qu'en Europe, qu'on a été moins bien mis dans une limousine, comme cela est en Europe, qu'on s'est assis sur une mauvaise chaise au niveau du sommet de la francophonie, ou qu'on a moins bien mangé. Donc, c'est-à-dire que nous sommes arrivés à une certaine dignité. Nos routes sont les mêmes que nous voyons en Corée, et mieux parfois que certaines routes de la France. Et donc, c'est-à-dire que nous sommes en train d'aller de l'avant, c'est clair. Et que dans les 10 ans à venir, le Congo, la RDC fera un plus grand bond en avant. Mais regardez ce que nous avons fait en 10 ans de démocratie. Vous voyez cette ville qui est en ébullition avec des immeubles qui sont en train de crever le ciel chaque jour. Qui pouvait imaginer que CCZ pouvait redevenir un grand hôtel comme celui qu'il est devenu? Qui pouvait s'imaginer qu'on pouvait accueillir plus de 5000 visiteurs en un week-end? Et qui tous aient à loger. Est-ce qu'on a vu des gens ériger des tentes dans une cité quelconque parce qu'il manquait de logements? Non. Donc c'est vous dire que la RDC de Lumumba, c'est un pays qui est en train d'aller de l'avant. Lumumba l'a vu avant nous et nous sommes en train de vivre les préludes de cela. Nos enfants verront beaucoup mieux et nos petits-fils vivront probablement comme à New York et comme à Washington. Donc le président tunisien a eu les bons réflexes, bien évidemment, de les reconnaître. C'est un disciple de Lumumba. Nous tous, nous reconnaissons à Lumumba ce qu'il a fait de bon dans ces pays. Et ça nous réconforte d'entendre cela des invités, deux invités de marque, le président tunisien et le secrétaire général de la francophonie. Ça nous rappelle donc notre héritage. Et ça doit rappeler tous les Congolais la valeur de cet homme qui, Dieu seul sait s'il avait vécu, combien de bien il aurait pu faire pour ces pays, mais Dieu nous l'a ravi si tôt, mais nous devons continuer à rendre hommage à ces héros nationaux en enseignant son histoire, en enseignant ses écrits, parce que la dernière lettre qu'il a envoyée à son épouse, très peu de Congolais la connaissent, mais on peut épiloguer, on peut écrire des livres sur cette simple lettre, parce qu'elle contient tellement de richesses, la dernière lettre de Lumumba à sa femme. Donc voilà, c'est un grand homme qu'on nous a encore une fois remis devant la scène,
scène pour que nous comprenions que le Congo, c'est un berceau de civilisation et que d'autres s'inspirent de nos valeurs et nous, donc, nous devons tirer profit de ce que nous avons de mieux et notamment l'histoire de Patrice Emery Lumumba. L'histoire de Patrice proposée à se remettre à eux-mêmes, pas seulement la coopération sud-nord, sud-sud. Voilà. En tout ça cas, se pratique déjà. Tout à fait. Et je crois que nous y sommes déjà aujourd'hui quand nous regardons la coopération entre la RDC et l'Afrique du Sud. C'est une coopération sud-sud. Quand vous vivez au Katanga, vous voyez de quelle manière il y a une coopération réelle entre la Zambie et les Katanga. Et même si aujourd'hui nous sommes en guerre entre la RDC et le Rwanda, il y a une belle coopération économique entre la RDC et le Rwanda. Beaucoup de nos commerçants de l'Est, quand ils doivent aller à Dubaï ou à Chine, ils passent par l'aéroport de Kigali. Et d'autres, bien évidemment, passent par Nairobi. Les marchandises viennent du port de Mombasa pour venir vers chez nous. Donc, il y a une réelle coopération qui existe en Afrique. Il y a beaucoup d'étudiants congolais qui sont formés en Tunisie depuis plusieurs années, d'autres au Maroc. Donc, il y a des échanges qui existent, mais il faut absolument les amplifier. Il faut que la francophonie cesse d'être simplement une association de gens qui parlent les mêmes langues, mais une association de gens qui peuvent s'entraider mutuellement. Et l'aide principale que nous avons aujourd'hui, c'est l'appui pour que nous puissions régler le problème de l'Est de la République démocratique du Congo. Et après, nous aurons des échanges économiques, voir qu'est-ce que la Tunisie peut gagner en RDC, qu'est-ce que la RDC peut gagner en Tunisie, et les hommes d'affaires des deux pays peuvent se rencontrer régulièrement pour voir de quelle manière tirer profit des richesses qui existent du nord au sud et du sud au nord. Et donc, voilà des belles idées qui méritent d'être encouragées aujourd'hui. Nous n'allons pas attendre simplement les dictats de certains soi-disant grands du monde. Et là, je reviens encore à une très belle question d'Abdou Diouf qui dit qu'il y a plusieurs questions qui doivent être posées par rapport à l'environnement et l'économie aujourd'hui. Il dit, la première, à qui appartient la planète et qui doit en exploiter les ressources? La deuxième, à qui appartient le monde et qui doit en déterminer la marche? Voilà. Aujourd'hui, on a l'impression que les ressources qui nous appartiennent doivent être exploitées par d'autres. Aujourd'hui, le monde qui nous appartient en commun, il n'y a qu'une poignée de gens qui doivent en déterminer la marche. Ce n'est pas normal. Il faut qu'on mette les choses sur la table. Qu'on dise, l'Afrique, un grand continent comme ça, comment n'a-t-il pas un membre permanent au Conseil de sécurité? Et ce ne serait sûrement pas le Rwanda. Nous allons nous battre pour que ce ne soit pas le Rwanda qui soit membre non permanent ou permanent au niveau du Conseil de sécurité. Il faut des pays qui pèsent, des pays qui sont représentatifs de l'Afrique. Et voilà, pourquoi pas, nous allons nous battre pour la RDC. Et donc, j'ai dit que aujourd'hui, nous devons réfléchir clairement et dire, si on a des condamnations à faire vis-à-vis de certains pays, il faut aussi leur donner leurs droits. La RDC aujourd'hui a les massifs forestiers les plus importants du monde, après celui du Brésil. Mais quel dividende tirons-nous du fait d'avoir ces forêts? Il faut qu'on se pose la question. Devrons-nous toujours continuer à protéger l'humanité tout entière des problèmes des gaz à effet de serre, tout en mourant de faim chaque jour? Non. Pourquoi d'autres doivent continuer à vivre de cette atmosphère, aller au bord des océans, ailleurs, et passer des vacances en train d'avoir la bonne oxygène, d'avoir le bon soleil que nous leur donnons grâce à la protection de l'environnement, et nous continuons à mourir, nous ne pouvons même pas nous payer de quoi aller nager dans une piscine. Ça pose un problème. Il faut que cette question-là, nous devons y répondre en toute sincérité et dire que le monde d'aujourd'hui doit permettre à ce que les sacrifices des uns soient compensés par les bénéfices que les autres tirent. Et on doit partager et la douleur et la joie. Et pas simplement partager la joie avec certains et les autres doivent partager de leur côté les malheurs. C'est injuste. Et le monde aujourd'hui où on dit qu'il y a des défis environnementaux et économiques face à la gouvernance mondiale, voilà des questions réelles sur lesquelles nous devons pencher. On ne peut pas accepter que les populations qui ont les forêts les plus importantes continuent de mourir de guerre pendant que, grâce à leurs forêts, d'autres sont en train de vivre les bonheurs. Donc, c'est vraiment des questions qu'il importe de développer. En une émission, nous ne pourrons pas terminer ces questions-là, mais nous estimons que les questions ont été posées. Nous allons les analyser au jour à venir, mais il faut qu'on tire des résolutions. Que la francophonie se batte pour que nous puissions avoir l'Organisation internationale de l'environnement et qui soit basée en Afrique. C'est une bonne chose. Mais faut-il encore que les fonds qui sont alloués au Fonds mondial de l'environnement puissent profiter aussi à la République démocratique du Congo. On a 30 milliards de dollars qui ont été votés il y a quelques années, mais la RDC n'a jamais reçu un seul milliard. L'argent va où? On va voter jusqu'en 2015
je crois, 100 milliards de dollars encore qui doivent aller dans les banques, les basket funds pour l'environnement. Quelle recevra la République démocratique du Congo parce qu'elle préserve l'environnement? Voilà des questions pour lesquelles nous attendons des réponses de la francophonie et un soutien réel pour que la RDC aille de l'avant. Ah voilà, c'est bien dit, François Nzekoué, vous êtes député national de la majorité. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, Mathieu Kamango. Le temps nous bouscule, hein? Nous sommes là, à tout moment, vous nous rappellerez, nous allons débattre à l'actualité. Toujours